Bonjour Romain Colombier. Bonjour. Nous sommes tous les deux aujourd'hui pour discuter de ta dernière parution, un ouvrage consacré à tes textes des Léon. Bien naturellement, j'y reviendrai en cours de présentation. Pour rappeler quand même que tu es enseignant, agrégé et docteur en histoire, et tu as été lauréat du prix de la Fondation Georges Jaurès en 2003 pour ton mémoire d'histoire sur le premier communisme français, 1917-1925, un homme nouveau pour régénérer le socialisme. Et lauréat du prix, donc il y a eu une note qui a été éditée par la Fondation Georges Jaurès en 2004. En 2010, tu publies chez Perrin, Camarades, la naissance du Parti communiste en France, donc un ouvrage extrait tiré de ta thèse d'histoire. En 2015, tu participes par un texte à l'édition des actes du colloque Léon Blum, notre contemporain. Donc ça, c'est une édition sous la direction d'Alain Bergoglio et publiée aux éditions de l'Ours, l'Office universitaire de recherche socialiste. Et ta contribution à ce colloque, c'est de la Grande Guerre au Congrès de Tours, l'entrée en politique de Léon Blum. Et puis, ce qui nous amène donc aujourd'hui, là, en 2020. Donc, bien sûr, évidemment, centenaire de la scission au sein du Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière qui donne naissance au Parti communiste, c'est une section française de l'Internationale communiste. Il faut le rappeler aussi, 2020, il y a 70 ans, Léon Blum s'éteignait, il mourait à Jouy-en-Josas, dans sa maison. Et donc, en 2020, tu publies donc chez Gallimard dans cette collection, tout le monde connaît, Folio d'Histoire, avec le soutien donc de la Fondation Georges Jaurès, un petit ouvrage, donc Léon Blum, le Congrès de Tours, le socialisme à la croisée des chemins, 1919-1920. Donc il y a une préface que tu signes naturellement de 35 pages et donc qui explique la réédition de 3 textes que tu vas nous présenter au cours de cet entretien. Le premier qui est Pour être socialiste, par 1919. Le deuxième, Commentaire sur le programme d'action du Parti socialiste. Et le troisième, le discours naturellement de Léon Blum au Congrès de Tours, le 27 décembre 1920. Donc, une première question, à quel titre d'abord Léon Blum écrit-il ces 3 textes en 1919-1920? Donc un petit peu, je te demanderai donc de revenir sur son statut, ses responsabilités au sein du Parti socialiste. Alors, merci évidemment à toi, Eric, et à la Fondation Jaurès de me donner l'occasion à nouveau de présenter ce petit livre chez Gallimard. L'idée en fait du livre, l'idée de la préface, c'était de rentrer dans la fabrique d'un grand homme, d'une grande figure de la gauche socialiste, à un moment clé en fait de sa vie et de son parcours politique. Alors, je dirais qu'il y a eu un premier Léon Blum. Léon Blum a eu une vie abondante, passionnante, engagée avant 1920, avant 1919-1920. Il est né en 1872, comme tu l'as rappelé, donc à la veille du Congrès de Tours, c'est déjà un homme qui a presque la cinquantaine, donc il a une expérience professionnelle, politique, sentimentale, abondante, et je dirais que le Congrès de Tours, malgré tout, est la période qui sépare 1914, la déclaration de guerre, donc et le début de la Première Guerre mondiale, et puis le Congrès de Tours, sont malgré tout un tournant dans sa vie. Avant 1914, on peut essayer de caractériser, disons rapidement, l'itinéraire de Léon Blum. Certainement, c'est un homme d'abord qui est né dans la bourgeoisie israélite. C'est un intellectuel, un dandy aussi, un grand critique littéraire, un essayiste abondant, prolixe. C'est certainement aussi un juriste. Il a passé 25 ans de sa vie en tant qu'auditeur au Conseil d'État, et on va y revenir, mais quand Blum rentre peut-être en politique à partir de 1917, c'est certainement d'abord et avant tout comme un juriste en politique, si j'ose dire. Ça a été aussi une grande figure, peut-être pas une grande figure, mais en disant une figure de l'affaire Dreyfus, un homme de réseau, de coulisses, proche de Georges Jaurès, proche de Lucien R, le bibliothécaire de l'école normale supérieure, où il a commencé, disons, sa carrière d'étudiant, si j'ose dire, même s'il en a été exclu.
Donc autrement dit, c'est aussi donc un Dreyfusard, mais c'est aussi un socialiste. Il a participé avec Jaurès au lancement de l'Humanité et il a été proche de Jaurès au moment de la fondation de la SFIO, de la section française de l'Internationale ouvrière. Mais il s'en est rapidement éloigné pour se consacrer à la vie littéraire, à la critique de la vie littéraire, en particulier dans la Revue Blanche. Donc c'est un personnage qui a déjà une surface intellectuelle considérable, mais qui ne connaît pas encore les premiers rangs de la vie politique socialiste engagée, on peut dire. Et donc la guerre 14, c'est sans doute la rupture qui va le mettre sur cet itinéraire, parce que en août 1914, Léon Blum est choisi par Marcel Sembat, ministre des Travaux publics, pour devenir son chef de cabinet, dans un contexte qui est évidemment l'invasion allemande et la mobilisation générale. Et donc, c'est à ce moment-là que Léon Blum descend dans la tranchée gouvernementale, c'est ainsi que disent les socialistes à l'époque. Et cette expérience de chef de cabinet, expérience donc, je dirais administrative, ministérielle, mais là encore dans les coulisses, en fait, d'une certaine façon, va être une rupture, elle va le mettre sur une nouvelle trajectoire qui est celle de l'entrée en politique, mais pas par le haut, si j'ose dire, pas encore une fois les coulisses, et sans être par le bas non plus, hein, mais dans les coulisses, par des rôles secondaires, mais tout à fait déterminants. Ça lui donne une expérience directe, on va dire, de la politique, qui est assez rare quand même à l'époque chez les socialistes. Et donc cette expérience va se prolonger à partir de 1917 dans sa décision une fois terminée d'ailleurs cette expérience de chef de cabinet, de s'engager plus directement et même définitivement en réalité dans la vie du Parti socialiste et de devenir une figure majeure du Parti socialiste reconstitué après 1920. Alors quand le premier texte du volume commence, je veux dire, où il est écrit en 1919, ou plutôt pour être socialiste est écrit en 1918, mais il est publié en 1919. Léon Blum est d'abord donc un député. Il a été élu député de Paris en 1919, en novembre 1919, dans des élections qui sont difficiles d'ailleurs pour le Parti socialiste. Et lui, il s'en sort brillamment. Il est aussi secrétaire d'ailleurs du groupe parlementaire, et c'est sans doute à ce titre qu'il a droit ou qu'il exerce une influence au sein du Parti socialiste. Donc c'est un député, d'abord et avant tout. Il appartient au groupe parlementaire. C'est aussi un chef de tendance, c'est-à-dire qu'il va s'insérer dans les jeux de tendance très complexes qui précèdent le congrès de Tours, et il incarne, on va dire, une voie modérée entre les anciens majoritaires de guerre, très favorables à la défense nationale, et puis des hommes plus modérés qui tentent de reconstruire l'internationale socialiste après 1918. Et donc, il a choisi une stratégie, une position charnière, en quelque sorte, entre ces deux grands courants. Et puis, enfin, c'est un futur ou un dirigeant socialiste qui commence à s'affirmer. Il rédige les commentaires sur le programme de 1919, qui est notre deuxième texte. Il va les commenter aussi, c'est le texte, justement, qu'on a choisi de publier. Et puis, surtout, en fait, au fond, il va s'affirmer de plus en plus entre 1919 et 1920 comme l'un des futurs chefs du Parti socialiste. Et donc, reconstitué après Tours, hein, la fameuse vieille maison. Autrement dit, en fait, l'autre question qui habite cette préface, c'est de savoir finalement comment est-ce que Blum a été possible. Comment est-ce que, évidemment, la part des mérites, de l'intelligence, de l'aisance intellectuelle de Blum, de ses réseaux politiques d'un côté ont joué, mais aussi en quoi est-ce que la crise peut-être que traverse le Parti socialiste entre 1914 et 1920 a aussi favorisé l'avènement, l'émergence d'une figure originale qu'est Léon Blum. Très bien, oui, voilà. Donc, bon, tu as déjà en partie répondu à une deuxième question, mais qui est nécessaire pour les personnes qui vont nous écouter, c'est quel est respectivement, pour revenir très brièvement, hein, sur le statut de ces trois textes. Hein, à qui s'adresse-t-il et de quoi parle-t-il? Très brièvement, puisque naturellement, dans l'entretien, on va revenir sur ces questions et ces thématiques. Alors, en fait, ces trois textes sont à la fois des textes classiques du corpus blumien, et ce sont aussi des textes de crise. Comme je l'ai dit, entre 1919 et 1920, le Parti socialiste traverse des remous importants, il va éclater en 1920, et donc ces textes de Blum reflètent ces prises de position dans ces moments charnières, où les circonstances jouent un rôle très important, il faut s'y adapter sans cesse.
Le premier texte, Pour être socialiste, c'est une brochure que Léon Blum, comme je disais tout à l'heure, a écrite en 1918 en réaction à une demande en fait de la jeunesse socialiste, mais qui est publiée en 1919. C'est pour ça qu'elle est en premier en fait dans le volume. C'est un texte, je dirais, didactique. C'est une sorte de bréviaire du socialisme blumien, blumiste. C'est un texte très jaurésien où, au fond, Léon Blum définit son idéal socialiste, il est très jaurésien dans le sens où, dès le départ, Léon Blum affirme que l'homme en général, est habité par une aspiration naturelle à la justice, et que le mouvement socialiste incarne la forme moderne de cette aspiration. Donc ça, je pense que c'est vraiment la thèse principale de Pour être socialiste, et ça en fait précisément un texte jaurésien. C'est aussi sans doute de ces trois textes le texte le plus idéaliste, puisqu'il décrit ce que serait pour Blum une république idéale du travail, qui permettrait en gros d'assurer l'abondance par le progrès technique, qui envisage même l'abolition de la monnaie, par exemple, qui est une sorte de simulacre, dit-il. Donc tout ça fait un texte didactique qui va servir en fait de référence militante pendant toute une partie de l'histoire socialiste. Donc c'est un texte tout à fait intéressant. Et le deuxième texte que nous avons choisi pour ce volume, c'est les commentaires de Léon Blum sur le programme de 1919. Là, je dirais que c'est un texte plus politique. C'est un texte de synthèse dans lequel Léon Blum s'efforce d'une part de maintenir la vocation révolutionnaire du Parti socialiste face aux critiques multiples et montantes d'une minorité, de moins en moins minoritaire d'ailleurs, qui réclame une sorte de transformation profonde du Parti socialiste sorti de la Première Guerre mondiale, et donc à la fois donc de maintenir le Parti socialiste dans cette vocation révolutionnaire, mais aussi de le doter d'un programme de réforme adapté à l'après-guerre. Et donc c'est un texte lui aussi très jaurésien, dans le sens où c'est un texte de synthèse entre réforme et révolution, et je pense qu'on va en reparler, mais c'est aussi un texte d'échec. C'est un texte qui va être, qui ne va pas aboutir à son objectif numéro 1, qui était de reconstituer la SFIO, de reconstituer le Parti socialiste autour d'une base commune. Cette base commune, une partie des socialistes n'en veulent plus, et malgré l'adoption sur le moment du programme, ce programme manquera son objectif, qui est de redonner une base solide à la SFIO, puisqu'elle va éclater précisément 1 an et demi plus tard. Donc ça, c'est le deuxième texte du recueil. Le troisième texte, c'est sans doute le texte le plus classique pour cette période. C'est le discours de Léon Blum au Congrès de Tours, le 27 décembre 1920. C'est un texte fondamental pour comprendre la pensée de Blum et pour comprendre sa conception du bolchevisme à ce moment-là. C'est un texte qui critique, qui détaille, en fait, qui est composé autour d'une critique très détaillée, très argumentée des fameuses 21 conditions d'adhésion à l'internationale communiste, donc qui ont été élaborées par les bolcheviks pour être imposées à un certain nombre de partis socialistes qui désiraient rentrer dans la nouvelle internationale socialiste, dans la nouvelle internationale communiste qui avait été créée en mars 1919. Donc Léon Blum mène, c'est la dimension principale de ce texte, une critique très très acérée, très très efficace de ces 21 conditions. C'est surtout en fait le texte, je dirais, qui a survécu à l'événement Congrès de Tours. Le Congrès de Tours, en lui-même, c'est un événement très bavard, très prolixe, mais de tous les textes finalement qui ont survécu ou qui sont passés à la postérité, c'est plus exactement dans cet événement qui est passé à la postérité, ce sont le texte qui a survécu de ce congrès majeur de l'histoire du socialisme. Très bien, on va faire une petite pause de lecture, on n'est pas à la radio donc on n'a pas prévu de plage musicale, mais tu invites les lectrices et les lecteurs à lire Léon Blum dans ta préface, tu t'interroges en début et en fin de préface sur pourquoi lire Léon Blum, donc on s'est mis d'accord pour en lire quelques passages. Alors d'abord, pour être socialiste, l'introduction. Donc,
d'abord, il le dédie à son fils. Hein. Donc, à mon fils, jeunes filles et jeunes gens qui liraient ces quelques pages, je ne vous demande que ceci. Lisez avec une entière foi dans la sincérité de l'homme qui s'adresse à vous. Lisez avec une intention dégagée des préjugés qui vous enserrent sans doute depuis votre enfance. Lisez en laissant se former en vous l'appel de vos consciences dont les rigueurs de la vie n'ont pas encore faussé la voie. Lisez avec vos yeux frais et votre esprit libre. Premier passage que j'avais envie de lire pour illustrer un petit peu ce que tu viens de dire. Deuxième extrait, toujours pour être socialiste. L'instinct de justice, de solidarité, de moralité humaine qui trouve aujourd'hui son expression dans le socialisme a, tout le long de l'histoire, revêtu d'autres formes et porté d'autres noms. Plus loin, le socialisme est donc une morale, et presque une religion, autant qu'une doctrine. Il est, je le répète, l'application exacte à l'état présent de la société de ses sentiments généraux et universels sur lesquels les morales et les religions se sont successivement fondées. Et puis, dernier extrait. Là, il interpelle ses lectrices et lecteurs, dans cette jeunesse socialiste. Il nous faut votre adhésion réfléchie, totale. Aussi, me suis-je appliqué à vous montrer, non pas les arguments actuels du socialisme, mais ses raisons fondamentales, celles qui n'étaient pas moins vraies aujourd'hui qu'hier et qui resteront vraies demain, jusqu'à la transformation inévitable. Voilà, on voit bien tout ce que tu as dit sur l'influence jurassienne, les valeurs évoquées, les notions. Alors, j'avais envie de poser cette question aussi, donc après que tu aies décrit ce statut des textes, pourquoi ce choix? Tu en connais d'autres, hein. Tu as prononcé plusieurs fois le terme de fondamental de ces textes, donc pour te vide un petit peu, tu as commencé à y répondre, pourquoi ce choix parmi d'autres textes? Et ces deux premiers textes, en fait, pour être socialiste et les commentaires ne constituent-ils pas une ébauche ou les bases du discours prononcé à tout? Moi, je dirais que l'intérêt premier de ces trois textes qui sont très différents, c'est de montrer la diversité des talents de Léon Blum. C'est un grand orateur, même s'il se défendra de sa voix faible au Congrès de Tours. Il a quand même à la fois un sang-froid et une maîtrise absolument remarquable devant une salle qui n'était pas forcément facile au Congrès de Tours, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a aussi un talent de bretteur, intellectuel, de discoureur, disons, de débatteur remarquable. Donc ça, je pense que c'est un point qu'il faut souligner. C'est aussi une plume acérée. C'est aussi, donc ça, c'est peut-être les commentaires qui le montrent aussi bien. Et puis c'est un négociateur aussi. Et je crois que ces trois textes, le montrent bien dans sa capacité à trouver des motions de synthèse, à trouver des formules qui, même si c'est parfois simplement provisoire, mettent tout le monde d'accord et font gagner du temps, d'une certaine manière, à l'unité socialiste. Sont aussi, en fait, des moments, je crois, ce sont des textes de mûrissement, de réflexion, qui sont assez exceptionnels dans la politique quotidienne, disons. Ce sont des moments de pause et de ressourcement, de rassemblement des idées, d'affirmation de principes. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi un intérêt en eux-mêmes, parce que ce sont des exposés très clairs de la vision, de la pensée de Léon Blum, même s'il y a des non-dits, bien sûr, mais à un moment donné. Et c'est vrai que sont aussi, c'est ce que tu suggérais à l'instant, en tout cas au moins pour le programme socialiste de 1919, hein, c'est la ligne de défense de Léon Blum. C'est-à-dire que même si tout dans le texte de Tours n'est pas encore présent en 1919, je dirais que à la fois les commentaires et puis pour être socialiste, c'est sa ligne de défense ultime, c'est-à-dire c'est la base sur laquelle sa critique, son refus des conditions d'adhésion à la Troisième Internationale va se formuler. Et je crois que alors on aurait pu choisir d'autres textes, on aurait pu par exemple plonger dans
dans les articles qu'il publie dans l'Humanité, dans les mois d'octobre, novembre, décembre 1920, quand il prépare, par exemple, le discours de Tours. Ce sont des textes qui sont d'ailleurs très intéressants. On le voit bien élaborés de façon très détaillée. D'ailleurs, certaines des idées qui sont déjà dans le discours de Tours. Donc, autrement dit, le discours de Tours n'est pas du tout improvisé. C'est pas quelque chose qui sort de son crâne brutalement pendant le congrès lui-même. Mais disons que ces textes vont être, pour être socialistes d'une part, et les commentaires, un plaidoyer pour la vieille maison, ce qu'il appelle la vieille maison, c'est-à-dire le Parti socialiste qui s'engage à maintenir en 1920. Et ce qui est étrange, c'est que finalement, ou ce qui est étonnant, c'est qu'il met en place un double mouvement en quelque sorte. D'un côté, il incite les socialistes, ses camarades, à se méfier, à critiquer, à prendre des distances vis-à-vis des doctrines bolcheviques comme étant étrangères à la tradition socialiste. Et en même temps, ça les pousse, s'ils prennent ces distances nécessaires, eh bien, à réfléchir ou à retravailler les textes que Léon Blum a largement contribué à élaborer. Donc, je pense que ça, c'est un point intéressant, une sorte de double mouvement qui le légitime finalement à la tête du Parti socialiste progressivement. Et puis l'autre paradoxe, d'une certaine façon, c'est qu'il défend avec beaucoup de brio et d'intelligence une vieille maison à laquelle finalement il n'a pas tellement appartenu, puisqu'il a pris ses distances dès 1905 et qu'il y retourne en 1917. Donc il a finalement, et je pense que c'est aussi un des intérêts de ces trois textes, c'est qu'il réécrit de façon très virtuose et subtile son passé socialiste. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut vraiment lire ces textes avec cette claire conscience de l'originalité, encore une fois, de sa position quand il revient en politique socialiste engagée entre 1917 et 1920. Alors justement, voilà, tu rentres au cœur du sujet, revenir au texte et lire Léon Blum pour effectivement comprendre et s'intéresser à ce qu'il a pu dire, ce qu'il a dit et pas ce que ses adversaires ont pu lui faire dire. Alors justement, on va rentrer dans le corps des thématiques abordées dans ces différents textes. La première, c'est naturellement cette opposition que lui confrontent ses adversaires entre révolution et réforme. Qu'est-ce qu'écrit Léon Blum sur cette question, cette articulation ou cette soi-disant opposition entre révolution et réforme? Alors, l'idée principale, vraiment essentielle de Léon Blum, c'est d'affirmer que les deux partis qui se séparent à Tours ne sont pas d'un côté un parti réformiste auquel il appartiendrait et de l'autre un parti révolutionnaire, mais que ce sont bien deux partis révolutionnaires, deux conceptions révolutionnaires qui s'affrontent. Et je pense que c'est une des lignes de défense, là encore, un des arguments essentiels sur lequel il insiste dans son discours de Tours. Alors, donc, autrement dit, pour lui, le Parti socialiste qui va se reconstituer après Tours est un parti qui concilie ou qui conjugue réforme et révolution. Mais cette conciliation, qui est très jaurésienne, évidemment, cette fameuse synthèse, il faut essayer de la creuser un petit peu parce que on est dans un contexte très particulier qui est après la Première Guerre mondiale, mais aussi après la révolution bolchevique. Et le terme de révolution a pris un sens nouveau. En tout cas, son sens modifie ou évolue sous l'effet de cette expérience politique étrangère certes, mais nouvelle et qui influence en fait tout le mouvement socialiste après 1917. Alors, la première question qu'on peut se poser, peut-être, c'est justement qu'est-ce qu'entend Léon Blum par révolution? Et c'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple parce que il entend plusieurs choses. Il entend sans doute d'abord, au sens très large, une série d'événements qui bouleversent la vision traditionnelle. Disons, quelque chose qui devance, des événements qui devancent le cours des choses et qui obligent à la réflexion, qui obligent à l'action. Donc ça, c'est la première chose, sans doute, le sens le plus large qu'il donne au mot révolution. Le deuxième sens, c'est évidemment le sens de la continuité avec l'expérience de la Révolution française. C'est évident, c'est ce qui définit finalement donc pour être socialiste. Le socialisme, c'est une lutte contre le privilège, c'est une lutte contre une sorte d'oligarchie de la propriété, contre laquelle il faut lutter par la lutte des classes, mais cet effet, le socialisme prolonge le grand effort
engagés historiquement par la France dans la Révolution française. Mais puis, il y a une troisième dimension, sans doute, de cette définition de la révolution chez Léon Blum, c'est que pour lui, le Parti socialiste est révolutionnaire fondamentalement dans ses objectifs. Mais ça veut dire que l'objectif de ce parti, c'est précisément de transformer la propriété. Mais il faut le faire avec, disons plutôt la série des réformes qui peuvent permettre de préparer cet avènement, cette transformation, sont elles aussi révolutionnaires. Autrement dit, chez Blum, il défend la valeur révolutionnaire des réformes. L'essentiel pour lui, c'est de maintenir l'idée que la finalité du Parti socialiste est d'être révolutionnaire. Et alors, c'est pour ça que dans le texte si je me souviens bien, dans le discours de Tours, il fait une distinction entre, qui fait d'ailleurs agite la salle, entre action illégale et action clandestine. Et si on a bien compris sa position, on comprend pourquoi est-ce qu'il distingue les deux. L'action clandestine est illégitime parce que c'est une façon de préparer la révolution qui va échouer, parce que c'est les minorités agissantes qui sont pour lui impuissantes et qui correspondent à une période du socialisme qui révolue. Par contre, l'action illégale, elle peut être nécessaire parce que si un jour il faut sortir de la légalité bourgeoise, il ne faut pas s'interdire. Et cette distinction entre action illégale et action clandestine, elle correspond bien à son objet, c'est-à-dire, encore une fois, maintenir le Parti socialiste dans le camp révolutionnaire. Alors, il y a peut-être un dernier élément sur lequel il faut insister, c'est que malgré tout, malgré cette vocation révolutionnaire du Parti socialiste maintenue après 1920, Léon Blum, d'une part, n'est pas révisionniste. C'est-à-dire, il le dit clairement. Alors, ce terme de révisionniste a un sens bien particulier dans la France socialiste entre 1899 et 1920. C'est une référence aux idées d'Edward Bernstein, donc l'allemand Edward Bernstein, qui avait, tenté de réviser le marxisme dans la social-démocratie allemande au tout début du XXe siècle. Ces idées de mettre Marx à la page, de considérer que la vocation révolutionnaire de la social-démocratie était révolue et que l'essentiel désormais était le passage à la réforme et la vocation réformiste de la social-démocratie, Léon Blum la rejette, cette vision, parce que précisément il entend maintenir la vocation révolutionnaire du socialisme. En même temps, il maintient sciemment, au Congrès de Tours d'ailleurs, là aussi ça provoque une agitation dans la salle, une confusion entre d'une part la prise du pouvoir et de l'autre la conquête du pouvoir par les urnes. Et là on comprend bien aussi toute la synthèse, ou d'autres diraient l'ambiguïté, de la pensée de Léon Blum dans sa prise de pouvoir, ou dans sa façon de s'emparer des leviers du pouvoir. On va lire un nouvel extrait. Donc ça, c'est tiré des commentaires sur le programme d'action du Parti socialiste. Supposez que demain, dans un pays quelconque d'Europe, en Angleterre ou en France, le prolétariat prenne le pouvoir par un mouvement de force. Est-ce que cette prise de pouvoir sera à elle seule et par elle-même la révolution? Pas le moins du monde. Si cette prise de pouvoir ne pouvait aboutir en raison de la structure économique du pays qu'à des réformes même profondes, vous auriez eu une insurrection suivie de réformes, vous n'auriez pas eu la révolution. Donc c'est un texte lu en congrès. Donc tu as rajouté entre parenthèses applaudissements de la salle comme c'est initié dans le rapport Snodgrass. Je poursuis. Si en revanche se réalisait une des hypothèses que nous avons dû envisager, bien qu'elle ne soit pas la plus probable, et si la prise de pouvoir du prolétariat était le résultat d'une accession légale du fait que les socialistes auraient conquis, dans des circonstances à déterminer, la majorité du Parlement de leur pays, et s'ils se trouvaient alors en état de réaliser ce qui est proprement la révolution, c'est-à-dire la transformation radicale de l'état de la propriété, eh bien, malgré l'origine légale, malgré le caractère légal de cette transformation, elle serait la révolution tout de même. Entre parenthèses, nouveaux applaudissements. Puis un dernier extrait pour cette réponse qu'il nous a faite. Ainsi, toujours dans les commentaires, ainsi le parti est en évolution. On voit bien encore une fois la référence à Jaurès. En travail continuel entre deux points, deux pôles fixes,
L'un qui est la société future que nous prévoyons, que nous prédisons, que nous voulons réaliser. L'autre qui est la société présente, des flancs de laquelle nous voulons tirer cette société future. Nous avons, si je puis dire, un pied dans le réel et l'autre dans l'idéal. Là, encore une fois, référence à Jaurès. Eh bien, camarades, cela étant, est-ce qu'il n'est pas de toute nécessité, de nécessité pratique, de nécessité logique, qu'il existe entre nous, socialistes, une variété sans cesse renouvelée de pensées et de tendances, et que cette variété s'assemble selon deux tendances, deux courants essentiels. Il y a le courant qui portera certains hommes, suivant leur nature d'esprit, leur affinité ou leur caractère professionnel, vers un des pôles, vers le présent, vers le réel. Un second courant portera les autres vers le second pôle, vers la société future et idéale. Donc, toujours, c'est des commentaires. Donc, on en vient, voilà, après tout ce que tu viens de dire, à la question suivante, hein, qui va tourner autour du parti. Donc, nous sommes au congrès de Tours. Blum, il intervient après Marcel Cachin, qui est le porte-parole dans ce congrès de l'adhésion à l'internationale communiste. Que sait-on des conditions dans lesquelles il intervient? Léon Blum a-t-il préparé son discours? Tu as un petit peu répondu déjà. Seul ou avec quelques-uns de ses amis, espère-t-il convaincre et qui? Alors, pour ce qui est effectivement de la préparation du congrès, on le sait assez bien maintenant que finalement le discours de Tours n'est pas improvisé. Hein, donc le discours de Tours à Léon Blum n'est pas improvisé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Léon Blum s'est préparé en fait dans les semaines, dans les mois en fait qui précèdent, les 2 ou 3 mois qui précèdent le congrès. Il a d'abord et avant tout fait un travail de lecture, de rassemblement des textes originaux, de recomposition presque historienne en fait des textes qu'il entend critiquer au congrès lui-même. Et dans la paracritique que j'ai livrée du petit volume, j'ai essayé justement de montrer cet effort de lecture, de reconstituer les textes dont il s'était procuré, et la façon dont il les a lus, la façon dont il les a reconstitués. Il explique ça d'ailleurs à plusieurs reprises dans des articles de l'Humanité en octobre et en novembre, cet effort qu'il mène pour connaître la lettre exacte des textes qu'il entend critiquer. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment Léon Blum n'est pas seul. C'est un chef de tendance, c'est un homme clé d'une des tendances qui va devenir la résistance à l'adhésion à la Troisième Internationale, et il est renseigné sur un certain nombre de débats par des canaux militants d'abord et avant tout. Bon, il y a par exemple la question de la 22e condition qui serait posée au Congrès, qui exclurait les francs-maçons, et sur cette question, par exemple, c'est le correspondant du Populaire à Berlin qui renseigne à la fois Longuet et Blum sur le contenu éventuel de cette condition. D'autres militants s'efforcent de comprendre, de connaître le contenu exact de ces conditions, surtout aussi sur la liste de proscriptions qu'elles contiennent, et en particulier sur le sort d'un militant socialiste qui joue un rôle clé aussi au moment du congrès de Tours, qui est Jean Longuet, et qui sera exclu finalement, en tout cas qui sera interdit d'entrée, bizarrement, dans le nouveau parti communiste, en tout cas dans le nouveau parti socialiste, section française de l'internationale communiste, à Tours, donc en décembre 1920. Donc l'autre canal par lequel Léon Blum va être renseigné sur le bolchevisme, c'est le canal de l'exil des militants anarchistes, socialistes révolutionnaires. N'oublions pas qu'on est à la fin de 1920, la guerre civile en Russie est terminée, que les bolcheviks sont définitivement installés au pouvoir, que la guerre russo-polonaise est terminée elle aussi, et que par conséquent, déjà en fait, de multiples canaux parviennent à Léon Blum et aux socialistes français les échos de la violence révolutionnaire en Russie. Et ces échos participent aussi, même s'il en parle peu, voire même pas du tout, en fait. Ces échos parviennent à Léon Blum. Et je dirais que ça entretient l'arrière-pensée, peut-être, ou l'arrière-fond de sa réflexion sur le bolchevisme.
Alors sur le déroulement du congrès lui-même, c'est-à-dire sur la façon dont le discours s'est tenu, on a évoqué certaines des didascalies qui nous permettent de voir que finalement le discours, sans susciter une hostilité extrême, il faut pas s'imaginer le congrès de Tours comme une foire d'empoigne, et c'est pas du tout le cas. Malgré tout, il suscite discussion. Léon Blum a du mal à imposer sa voix. Il dit lui-même que sa voix est faible, mais ça traduit aussi un petit peu l'agitation qu'il peut avoir dans le congrès. Autrement dit, Léon Blum est face à une salle que j'imagine, même si on a si on n'a même pas en fait de témoignages directs sur le déroulé lui-même, disons, de son discours, une salle qui est relativement indifférente, voire méfiante, sans être forcément hostile. Je pense que c'est un point important. Ça a ouvert toute une discussion sur la postérité en fait du discours. Est-ce que le discours a été compris et entendu tout de suite? Sans doute pas. Même si, encore une fois, on l'a dit, des articles de l'Humanité l'ont préparé en avant. Donc, les idées de Léon Blum étaient déjà sur la table. Elles sont confirmées, étoffées, reprises, reformulées à Tours, sans être totalement inédites pour le militant qui voulait bien les lire. Mais il est vrai que, en tant que discours lui-même, il ne sera édité qu'en 1934. Et c'est ce qu'avait montré l'historien Frédéric Seped. Et donc, au fond, l'effet du discours immédiat a été très limité, mais c'est sa postérité en fait qui est essentielle, qui est immense. D'abord parce que ça va être une critique du bolchevisme qui va beaucoup alimenter la réflexion, en particulier du totalitarisme, on va dire, ou de l'école totalitariste. Même si le terme n'existe pas encore, même si l'adjectif n'existe pas en 1920, évidemment, c'est une référence qui va irriguer, on va dire, toute une réflexion sur la nature des partis communistes. Et puis, c'est aussi un discours qui va être une des clés de la reconstruction du Parti socialiste après 1920. C'est sur ce discours-là, mais aussi sur le programme de 1919, en fait, que les socialistes qui ont scissionné ou qui ont été chassés, comme on veut, du parti en 1920, vont se reconstituer. Il y a un dernier enjeu peut-être rapidement qu'on peut évoquer dans le discours de Tours, c'est la nécessité pour Blum d'essayer de séduire les indécis, d'essayer de séduire aussi le plus grand nombre d'hommes, d'essayer de les convaincre de ne pas aller à Moscou, si j'ose dire, et de revenir à la vieille maison, précisément. Autrement dit, l'un des objectifs du discours de Tours, c'est bien de préparer l'avenir. C'est pas de mener une bataille que chacun sait perdue d'avance, parce que les fédérations se sont déjà prononcées, parce que les jeux sont faits, en fait, quand le discours de Tours, quand le congrès de Tours commence. Mais malgré tout, c'est encore une fois de défendre un certain nombre de principes et la révolutionnarité, si j'ose dire, du Parti socialiste sur une ligne de défense ultime, quoi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs ça donne un petit peu au discours de Blum un côté un peu fascinant. Il le fait avec un sang-froid et avec une efficacité qui impose quand même un petit peu le respect. C'est encore une fois une salle méfiante pour le moins. Oui, alors tu l'as dit tout à l'heure, un des thématiques abordées très amplement pour être socialiste, mais aussi surtout dans les commentaires, c'est la question de réforme et de révolution. Au congrès de Tours, deuxième axe de cette ligne de défense décrit chez Léon Blum, est-ce que c'est juste, et c'est la question finalement qui est posée à ce congrès, d'adhésion à ou de refus d'adhésion à cette internationale communiste à Moscou, le parti, en fait, sa forme, son mode de fonctionnement et surtout sa relation avec cette internationale à Moscou, comme elles sont exprimées, explicitées dans les conditions, mais aussi dans les thèses que presque envoie le parti bolchevique aux différentes sections du Parti socialiste. Est-ce que c'est justement pas là, c'est la question essentielle sur laquelle repose ce refus d'adhérer, qui nourrit ce refus d'adhérer à cette internationale? Alors, en fait, Léon Blum, dans son discours, présente deux partis au fonctionnement incompatibles.
Pour lui, les 21 conditions sont inacceptables. Ce sont des adjectifs qu'il utilise dans un article d'octobre 1920, 27 octobre, si je me souviens bien. Ces thèses de Moscou sont à la fois inacceptables, fausses, contraires à la tradition socialiste et inapplicables à la situation française. Et donc, son discours est structuré autour de deux modèles, si j'ose dire, de partis. L'un, le modèle du Parti socialiste hérité de l'unité de 1905. Alors, sans doute une unité un petit peu idéalisée, mais où finalement c'est un parti de ce qu'il appelle de large recrutement, donc pas de parti ouvrier ni d'ouvriérisme, mais une ouverture à la petite bourgeoisie, à ce qu'on pourrait appeler, ou à ce que Jaurès appelait la démocratie avancée, progressiste, libre penseuse. C'est aussi un parti qui repose sur la représentation des tendances et sur la discussion ouverte entre les tendances pour pouvoir déterminer la politique du parti. C'est aussi un parti qui repose, dit-il, sur une unité harmonieuse ou harmonique de ces tendances. Donc, l'idée de représentation est vraiment essentielle. Le groupe parlementaire, il joue un rôle majeur. L'idée du Parti socialiste, comme il le dit, c'est à la fois de représenter de représenter les intérêts de la classe ouvrière tout entière, dit-il, et en même temps, ça veut dire aussi de se doter d'un groupe parlementaire qui n'est pas forcément composé uniquement d'ouvriers ou de députés qui ressemblent à ceux qui le représentent. Et à commencer par Léon Blum lui-même, parce que Léon Blum, évidemment, n'est pas ouvrier. D'accord, il est d'origine bourgeoise, comme on l'a rappelé tout à l'heure, auditeur au conseiller d'État, mais il prétend, mais néanmoins, au nom de la représentation et de sa vertu, pouvoir représenter les intérêts des classes populaires et des classes ouvrières, et c'est la mission du Parti socialiste. Alors malgré tout, on peut dire que d'une certaine façon, cette vision qu'il défend de l'unité harmonique est, on peut dire, un petit peu idéaliste, malgré tout, parce que quand on regarde l'histoire du Parti socialiste avant 14, cette harmonie est quand même largement illusoire, enfin inexistante, mais l'unité a survécu. Bon. Et l'autre élément, c'est que sans doute en 1920 ou en 1919, cette unité harmonique est totalement illusoire parce que en réalité, elle a vécu et elle a été profondément ébranlée par l'expérience de la Première Guerre mondiale et par l'expérience de la tentative de reprise des relations internationales, de lutte pacifiste contre la guerre, etc. Pendant la guerre, il y a une intensité de ressentiment qui s'est concentrée dans le Parti socialiste, qui a en réalité miné profondément cette unité soi-disant harmonique. Et donc, c'est vrai que Léon Blum la défend, mais à l'époque, à ce moment-là, il défend plutôt un souvenir, on va dire, qu'une réalité. Alors, face à cette vision du Parti socialiste rénové qui sera inspiré du passé ou de l'unité de 1905, il y a la vision qu'il offre, au contraire, du parti tel que les bolcheviks le conçoivent, et il la condamne très fortement. Comme j'ai dit tout à l'heure, il considère que c'est une idée profondément fausse, parce qu'elle est appuyée, ce modèle, disons, léniniste, est appuyé sur une thèse majeure, c'est celle des minorités agissantes. Et Léon Blum estime que cette idée de minorité agissante, c'est-à-dire d'avant-garde qui pourrait mener des masses passives pour prendre le pouvoir, cette idée est profondément dangereuse et profondément fausse. C'est la conviction de Léon Blum, il l'affirme clairement, il la donne clairement. Elle est dangereuse parce que elle aboutira à des drames, à la répression, et elle est fausse parce que elle aboutira à un échec, comme il le dit, votre aventure est un échec avance, je sais plus exactement son expression, mais vous avez raté d'avance votre aventure, je crois, c'est ça. Donc, et cette critique, il l'amène encore une fois à travers une lecture très détaillée des 21 conditions, la question de l'action clandestine, la question de la subordination des syndicats, etc. Donc, il a une aversion, on peut le dire, même si elle n'est pas sentimentale, elle est théorique et intellectuelle, contre cette façon d'organiser le nouveau parti envisagé par ceux qui veulent adhérer à la Troisième Internationale. En fait, ce que dit clairement Léon Blum à tous ces militants français qui veulent adhérer, c'est on ne peut pas adhérer au bolchevisme avec des réserves. C'est impossible. Il faut adhérer à ce bloc insécable
cet ensemble de convictions sans aucune réserve, parce que c'est précisément un ensemble de convictions extrêmement mûries par une expérience, mais une expérience qui ne s'applique pas à la France, qui n'est incompatible, inapplicable, comme il le dit, en France. Mais, et pour terminer là-dessus, l'intérêt, je pense, vraiment historique de ce point de vue-là du discours de Tours, c'est que il pose très clairement, et peut-être pour la première fois, en fait, même avant même que le parti soit né, ce qui est quand même assez remarquable, la question de la démocratie interne dans les partis communistes. Et cette question de la démocratie interne, elle ne va cesser, en fait, de se poser, même, je dirais presque d'empoisonner, l'histoire du Parti communiste tout au long du XXe siècle. Et c'est pour ça que le discours de Tours est aussi un discours majeur, parce que cette question est très précisément posée dès le congrès fondateur. Alors pour aller justement dans tout ce que tu viens de dire, hein, naturellement, tu as travaillé sur le Hongkong, donc tu connais bien. Voilà, on va revenir au texte, hein, toujours cette invitation à lire. Donc là, nous sommes dans le discours de Tours. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit aux délégués. Vous êtes en présence d'un tout, d'un ensemble doctrinal. Plus loin, il ajoute, il développe, c'est un socialisme neuf. Et là, pour aller dans ce que tu expliquais, la façon dont tu le montrais et décrivais ce personnage, sa personnalité, son côté bretteur, cette plume acérée, il poursuit, il écrit, il dit « À notre avis, il repose sur des idées erronées en elles-mêmes, contraires aux principes essentiels et invariables du socialisme marxiste. Il repose d'autre part sur une espèce de vaste erreur, de fait qui a consisté à généraliser pour l'ensemble du socialisme international un certain nombre de notions tirées d'une expérience particulière et locale, l'expérience de la révolution russe elle-même. » Voilà, on voit bien, il n'est pas dans une position, comme tu le rappelais tout à l'heure, effectivement, en début de discours, il dit qu'il est fatigué, que sa voix est faible, qu'il ne supportera pas les interruptions, etc. Mais on voit bien qu'on est face à un homme fort, debout, et qui dispute à ses adversaires un débat idéologique. On va s'acheminer vers la fin, et j'avais envie quand même de revenir sur cette. On a écrit souvent que ce congrès c'était la révolution ou la réforme, et puis justement pas trop ce que tu as développé sur cette conception différente, antagoniste de deux modes de révolution et aussi de conception de parti. Il y a la question de la guerre quand même qui est très très présente en amont de ce congrès et à l'intérieur de ce congrès-là. Est-ce que tu pourrais revenir avant de finir sur une dernière plage de lecture de discours, sur cette position, sur cette analyse, sur ce retour qu'opère Léon Blum sur la guerre, que ce soit naturellement dans la brochure pour être socialiste, dans les commentaires ou dans le discours de Tours. Alors, ce qui est frappant, je trouve, dans ces trois discours, c'est l'approche très intellectuelle qu'il a de la guerre, très politique et très intellectuelle qu'il a de la guerre. Pour lui, ça a été une expérience cruciale. 1914-1916, c'est une expérience politique intense, physiquement. Il fournit un travail considérable comme chef de cabinet de Marcel Samba. Politiquement, c'est un échec parce que les solutions qu'il a proposées et où l'État jouait un rôle important ont été bloquées par le jeu parlementaire, et il en concevra une certaine affliction personnelle. Mais il va aussi en tirer un certain nombre de leçons. Surtout quand il va en 1918 écrire ses lettres sur la réforme gouvernementale. C'est un des textes, je dirais aussi, qu'il faut évoquer rapidement parce que c'est un texte qui est en embuscade par rapport à nos trois textes ici. Léon Blum y mène une réflexion très serrée et très intéressante sur l'évolution de la République, sur l'évolution du pouvoir exécutif à la lumière de son expérience de guerre. Et pour lui, il le dit en fait dans le discours de Tours, et plutôt dans les commentaires de 1919, la guerre a confirmé les vues du socialisme, ce qui peut paraître étonnant quand on regarde le contexte entre 1918 et 1920, mais parce que la guerre a montré l'importance des enjeux de l'organisation collective. Et donc c'est sans doute son argument principal. Léon Blum a gouverné, il a gouverné pour vaincre, ça c'est certain, et c'est pourquoi il reste très attaché, et il va défendre, à Tours d'ailleurs,
le principe de la défense nationale. C'est quelqu'un qui parce qu'il est aussi pris par le jeu des tendances et parce qu'il est engagé vis-à-vis de la droite du parti, des hommes comme Pierre Renaudel, Albert Thomas, qui ont été des figures de la majorité défensiste de guerre, Léon Blum ne condamne pas la participation ministérielle, il ne condamne pas la défense nationale, et alors même que ce sont des enjeux essentiels sur la scission, puisque la plupart des hommes qui vont rallier l'international communiste le font d'abord par rejet de ce ministérialisme, par le sentiment que le socialisme a trahi sa vocation en 1914, et par le rejet de cette expérience compromettante, peut-être, qu'a été, pour eux, à leurs yeux, j'entends bien, la participation à la guerre. Ce qui est malgré tout étonnant dans ces trois textes, c'est que Léon Blum, qui n'a pas combattu, Léon Blum, qui était encore une fois à l'époque, en 1920, il a 48 ans, donc il ne pouvait, et par ailleurs pour une raison de myopie, ne pouvait pas combattre, donc il a combattu, comme il le dit, dans la tranchée gouvernementale, a très peu de choses à dire en fait, en tout cas c'est le sentiment qu'on peut avoir quand on le lit, et il y a très peu de choses à dire à ces combattants, à ces jeunes combattants de la Première Guerre mondiale, qui sont sortis de la guerre et qui ont rallié, pour certains d'entre eux, le Parti socialiste, qui sont entrés dans ses rangs, dont les effectifs ont explosé depuis 1917, en gros, 1916 en gros, fin 1916, début 1917. Et donc et à eux, j'ai le sentiment qu'il a peu de choses à dire, parce que il y a une distance immense entre lui et ces hommes. Peut-être lui-même ne comprend-il pas tout à fait ce que ça signifiait l'expérience du feu, et au fond, ce que cette expérience du feu pouvait comporter de fascination pour le bolchevisme, de fascination pour aussi un autre mode de conduite des hommes que celui que proposait le Parti socialiste, même rénové, même refondé entre 1919 et 1920. Et je pense que c'est un des enjeux importants, sous-jacents sans doute du Congrès de Tours et de la scission, en fait, de l'explosion du Parti socialiste, que cet enjeu de la conduite des hommes, qui n'était évidemment pas le même quand vous avez l'expérience d'un officier sorti du rang entre 1914 et 1918, ou quand vous êtes chef de cabinet d'un ministère, donc pendant la guerre. Voilà, bon, et peut-être une dernière question, ou alors je lis un dernier passage du Congrès de Tours pour finir, le plus connu, mais c'est toujours cette phrase que tu as naturellement citée, ce bout de phrase que tu as cité, la vieille maison qui revient tout le temps. On est dans cette année 2020 dans le centenaire, et ça va aussi dans le sens de ce que tu viens de dire. Il écrit à la fin, c'est une sorte d'adresse il doit bien sentir qu'on s'achemine vers la scission. De toute façon, la majorité s'est exprimée avant même l'ouverture du Congrès. Alors il dit comme ça: nous sommes convaincus jusqu'au fond de nous-mêmes que pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. Entre parenthèses, des délégués s'expriment en criant très bien. Nous sommes convaincus qu'en ce moment, il y a une question plus pressante que de savoir si le socialisme sera uni ou ne sera pas. C'est la question de savoir si le socialisme sera ou s'il ne sera pas. Applaudissements. Plus loin, il développe dans la division. Serons-nous divisés comme des ennemis? Point d'interrogation. Allons-nous passer notre temps devant la bourgeoisie à nous traiter les uns de traîtres et de renégats, les autres de fous et de criminels? Point d'interrogation. Ne ferons-nous pas les uns et les autres crédit de notre bonne foi? Je le demande. Y a-t-il quelqu'un ici qui croit que je ne suis pas socialiste? Un délégué, Cartier, s'exprime: tu es confusionniste, tu tumultes. Blum reprend: dans cette heure qui, pour nous tous, est une heure d'anxiété tragique, n'ajoutons pas encore cela à notre douleur et à nos craintes. Sachons nous abstenir des mots qui blessent, qui déchirent, des actes qui lèsent, de tout ce qui serait déchirement fratricide. Je vous dis cela parce que c'est sans doute la dernière fois que je m'adresse à beaucoup d'entre vous, et parce qu'il faut pourtant que cela soit dit. Les uns et les autres, même séparés, restons des socialistes. Malgré tout, restons des frères qu'aura séparé une querelle cruelle, mais une querelle de famille, et qu'un foyer commun pourra encore réunir. Entre parenthèses, applaudissements prolongés sur les bancs de droite, tumulte à gauche. Dernière question. Y a-t-il une actualité à relire? Pourquoi relire ces textes aujourd'hui en 2020? Romain?
avec le texte que tu viens de lire, j'ai envie de dire pour le plaisir d'abord, tu vois, parce que c'est vrai qu'on peut, c'est ce qu'on disait au début, au fond, on peut admirer l'artiste, on peut admirer le Léon Blum droit dans ses bottes, clair devant une salle à dire essayons d'éviter ce qu'il craint et ce qui va arriver. C'est au fond effectivement la lutte fratricide et la haine entre socialistes et communistes qui n'est pas qui est réelle et qui va s'enraciner profondément dans l'histoire de la gauche. Donc ça, je pense que c'est la principale raison, peut-être le plaisir de lecture, le plaisir de réfléchir à cet homme particulier, à cet homme singulier qui va s'imposer dans la politique socialiste entre 1917 et 1920. Je pense qu'il y a peut-être une réflexion aussi historienne ou méthodologique sur le rôle des événements et des circonstances qui ont poussé Léon Blum à transiger, à faire des choix, peut-être au dépens, en dépit ou même au contraire de ses convictions profondes, de son arrière-pensée, comme dirait Jaurès. Je pense qu'on peut réfléchir au fond de savoir si Léon Blum n'est pas peut-être un social-démocrate contrarié, quelqu'un qui, au nom de l'unité socialiste, aurait mis en berne certaines de ses convictions personnelles profondes pour s'engager en politique et sauver ce qui pouvait l'être entre 1917 et 1920. Et puis, je pense que aujourd'hui, peut-être dans une période où la démocratie participative, où les questions plus larges sur le destin de la démocratie, son fonctionnement, sur sa capacité à donner la parole aux citoyens est en jeu. Je pense qu'on peut tous convenir de cela aujourd'hui. C'est malgré tout, tous ces textes sont malgré tout un plaidoyer pour la représentation politique, c'est-à-dire pour l'idée que des hommes qui ne ressemblent pas à leurs électeurs peuvent malgré tout les défendre et s'engager en politique, y compris avec des sacrifices personnels, y compris avec leur sang-froid, avec leur courage, avec leurs paroles, avec etc. C'est à mon sens un plaidoyer intéressant et qui mérite d'être relu de bien des élites politiques et qu'incarnait en particulier Léon Blum. Merci Romain, donc vous l'avez bien compris, toutes et tous, donc relire Léon Blum. Donc je vous renvoie au texte et aux 3 textes publiés par Gallimard dans cette collection sur l'histoire. Donc Léon Blum, le Congrès de Tours. Et puis naturellement, je me permettrai aussi de vous renvoyer à d'autres ouvrages, et notamment à l'ouvrage publié par le Musée d'Histoire vivante auquel Romain a largement contribué, qui s'appelle Aux alentours du Congrès de Tours, 1914-1924, ouvrage publié par le Musée de l'Histoire vivante à Montreuil et qui supporte une exposition, malheureusement pour l'instant fermée pour des raisons de situation sanitaire au public, mais qui devrait rouvrir et qu'en tout cas qui est prolongée jusqu'à février 2021. Voilà, donc relire Léon Blum, relire des ouvrages d'histoire sur cette question pour aborder ce centenaire de cet événement important pour les gauches françaises, qui est cette scission du Parti socialiste. Merci beaucoup Romain de cet entretien. Merci à toi Eric.